Voici une discussion avec Valérie Véronneau, présidente du groupe Véronneau, qui est une entreprise à Sherbrooke et à Quaticook qui ont des garages de voitures. Elle occupe le poste de présidente depuis 2018, où elle a remplacé son père, qui était le fondateur. Pour bien s'orienter dans ce périple mouvementé qu'est la vie, inspirons-nous de ceux l'ayant déjà vécu. Bienvenue, chers amis, à Mille et une voix du succès. Si tu avais à te décrire à quelqu'un, comment est-ce que tu ferais? En fait, quel mot que tu emploierais? Ah, c'est fonceuse. Fonceuse? Oui. Puis comment est-ce que tu l'as découvert? Ouf! Au fil du temps, avec les années, vraiment beaucoup avec les années, mais quand je me suis lancée pour vrai dans l'entrepreneuriat, j'ai réalisé que j'étais vraiment fonceuse. Dans la façon que je prenais mes décisions, puis il n'y a pas de moment où... Faut pas que ça soit trop long, la réflexion, pour moi. Moi, c'est décidé, c'est comme ça, c'est vendu, c'est fini. J'y vais, je me lance, puis si ça va pas comme c'est supposé aller, mais c'est pas grave, je vais vivre les répercussions, puis je vais reprendre une nouvelle décision. Puis, fait que c'est ça que j'ai vraiment découvert quand je me suis lancée pour de vrai dans l'entrepreneuriat. Puis quand je dis pour de vrai, c'est que j'ai travaillé avec mon père pendant presque toute ma vie. Puis dans le fond, j'ai décidé de le racheter à un certain moment donné. Puis là, ben ça devenait vraiment officiel. Puis si on parle justement de cette histoire-là, là, de travailler avec ton père, puis là, tu l'as racheté, ça a commencé où, ça, dans le fond, dans ton parcours? Ça a commencé très tôt. Dans le fond, tu sais, on termine le secondaire, on est jeune, puis on sait pas pour de vrai là, où est-ce qu'on s'en va, puis on se connaît pas du tout, puis moi, je me connaissais vraiment, vraiment pas. J'étais une fille assez timide, jeune, puis je me suis lancée au cégep en arts et lettres, qui était une mauvaise décision pour la personnalité que j'avais. Fait que ça a duré 2 mois et je suis sortie de là parce que les gens avec qui j'étais dans ce cours-là ne me ressemblaient pas du tout, puis j'étais vraiment perdue. Puis je me suis lancée dans la facilité. J'ai fait un DEP en comptabilité. Mm-hmm. Et mon père, lui, avait déjà ses entreprises. Et ça a donné qu'au moment où j'ai terminé mon DEP, mon père a acheté une entreprise à Sherbrooke, qui était le Fix Auto Sherbrooke-esque. Puis, il y avait des entreprises avant ça? Oui, il y avait Fix Auto à Quaticook. Okay. Moi, je viens de Quaticook. Puis, j'étais très claire quand j'étais plus jeune à mes parents, je ferai pas ce que vous faites, puis j'habiterai pas Quaticook. C'était comme un peu ça, c'était clair dans ma tête, et finalement, ça n'a pas été ça du tout. Parce que quand j'ai terminé mon cours en comptabilité, justement, mon père a dit, ben là, j'achète une entreprise à Sherbrooke. T'aurais la possibilité de faire de la comptabilité dans cette entreprise-là. Fait que là, j'ai dit, bon, OK, mais je vais le faire en attendant de savoir ce que je vais vraiment faire plus tard. OK. Et finalement, ça a resté quand même longtemps, mais j'ai eu un moment d'arrêt. Quand j'ai eu 25 ans, j'ai tout quitté. Fait qu'à partir de quel âge que... 19 ans. Ah ouais, OK, que t'as commencé à faire la comptabilité. Oui, avec mon père, on fait ça tout Sherbrooke. Puis, mettons, le niveau d'indépendance que t'avais dans ces années-là, t'es pas parti, puis allez hop, fais la comptabilité de toute la compagnie, puis... Non, nécessairement non. C'est sûr que la plus grosse formation que j'ai eue, c'est les comptables agréés. OK. Parce que quand on arrivait, tu sais, les fins d'année, ben il faut que j'aie fait telle tâche durant l'année. Ben c'est eux qui me l'ont appris plus que l'école. Parce que quand j'ai fait un DEP en comptabilité, on s'entend qu'un DEP, c'est d'apprendre à rentrer les données. Puis, mais finalement, c'était plus gros que ça, là, quand il faut aller plus loin. Mais c'est vraiment les comptables agréés. J'ai été chanceuse parce que les comptables, j'ai eu mon permis, tu sais, ils m'ont vraiment donné de la formation en plus du travail qu'ils faisaient pour nous autres. Fait que ça m'a aidé vraiment beaucoup. Mais c'est ça, je travaillais avec mon père, puis c'est les responsabilités administratives que finalement, avec le temps, j'ai commencé à en avoir de plus en plus. Mais à l'époque, j'étais une jeune fille célibataire. Puis pour moi, ça, c'était bien difficile parce que mon ambition personnelle dans la vie, c'était d'être une mère. Ah oui? Oui, j'avais aucun projet de carrière. C'était pas du tout dans mes cartes. Mais tu sais, je voulais vraiment être une mère. Fait que je ne pensais qu'à ça, mais j'étais célibataire. On s'entend, c'est pas de même que ça fonctionne. Puis je focusais pas tant sur la carrière, mais je travaillais avec mon père. Puis finalement, à un certain moment donné, j'étais vraiment perdue. Parce que je travaillais dans l'entreprise familiale, un peu pour faire plaisir à mon père. Puis ce que j'essayais de réaliser, c'était des choses pour le rendre fier, lui, et non moi.
Fait que je m'étais perdue un peu, puis à un moment donné, c'est ça, à 25 ans, là, j'ai eu un break. Puis ça, c'est dans le ressenti, ça, quand tu dis, dans le fond, je travaillais pour lui faire plaisir. Ouais. Tu te sentais comment à ce moment-là? Mais c'est difficile dans l'entreprise familiale parce qu'il y a une petite portion de nous qui aime l'entreprise. Parce qu'on a grandi, on a vu ça évoluer autant que nous. Là, l'entreprise, c'est comme c'était à l'époque mon frère ou ma sœur, si on peut dire, que mon père faisait grandir en même temps que nous. Fait que ça fait partie de notre vie, fait qu'on l'aime quand même. Mais d'un autre côté, moi, là-dedans, tu sais, réparer des autos, c'est pas totalement moi. On s'entend. Fait que c'est là où ce que moi, je me posais la question, c'est où moi là-dedans? Puis une jeune fille comme j'étais, j'ai une fille à papa. Fait que faire plaisir à papa, c'était très important. C'est là où, à un moment donné, là, j'ai dit, wow, là, moi, là-dedans, je fais quoi, là? C'est quoi, moi? Puis j'ai complètement tout arrêté. Puis j'ai été étudier au Collège La Salle en fashion marketing. Oh mon Dieu, OK. Oui. Wow. Puis cette décision-là a été prise comment? Peut-être fonceuse. Oui, fonceuse, exactement. Donc. Oui, c'est ça. J'ai fait un voyage en France, en fait. Puis quand je suis revenue, j'ai dit, non, moi, je vais travailler en mode. Puis je m'en vais étudier à Montréal. J'ai déménagé. Ouais. Wow. OK, donc. Ouais. Tout lien, si on veut, avec l'entreprise familiale de quand même, ça a été coupé. Donc, vous travaillez plus du tout là. Je travaillais seulement à la comptabilité des fins d'année. Seulement. OK. Fait que je pouvais faire à distance. Mais j'avais quitté vraiment les ateliers là, de carrosserie. J'étais partie. Puis à ce moment-là, l'entreprise familiale avait combien de garages? On en avait 2. 2, un à Quaticook, un à Sherbrooke à ce moment-là. Exactement. Okay. Puis c'est ça. Ah non, c'est même pas vrai. Wow, je viens de m'en rappeler. Je pense 1 an et demi ou 2 ans avant que je quitte, on avait acheté Fix Auto Sherbrooke-Mivalon. OK. Oui, c'est vrai. Puis c'est ça, l'achat, c'était un peu aussi ma part de décision avec mon père parce qu'on visualisait ça, puis on se disait que ça serait mieux que les 2 Sherbrooke, ce soit à nous. Puis, ouais, c'est vrai, je me rappelle. J'avais oublié ce bout-là. Puis, ouais, c'est ça. Fait que finalement, je pense que ça, c'est une portion qui avait fait encore plus mal à mon père. Parce que quand j'avais dit à mon père, là, je démissionne, puis je m'en vais étudier à Montréal, ça n'a pas été facile. Mais, justement, c'est ça, du côté familial, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a duré longtemps, cette espèce de... Non. En même temps, on a une famille tissée serrée, puis c'est sûr, mon père était déçu, mais je reste sa fille. Ben oui, absolument. Donc, tu sais, on n'est pas tombé en chicane. J'ai juste senti beaucoup la déception. Mais, puis en même temps, moi, ça m'a permis de grandir aussi différemment, d'évoluer, puis là, aller vivre à Montréal. C'était-tu la première fois de sortir du nid familial, c'est-à-dire de la région, d'aller vivre ailleurs? Oui. OK. Oui. Donc, j'ai vraiment beaucoup appris à me connaître aussi dans cette période-là parce que, c'est ça. Là, je vivais pour moi plus que pour ma famille. Donc là, je faisais ce qui me tentait, puis j'apprenais des nouvelles choses, puis j'avais des nouvelles ambitions, tu sais, parce qu'en étudiant en fashion marketing, j'avais des idées J'ai toujours eu des idées d'entrepreneur malgré tout, des idées de boutique, puis de tout ça, mais finalement, la vie m'a rattrapée, puis je me suis retournée dans le domaine automobile. J'ai été conseillère pour la carrosserie. À Montréal? À Montréal, oui, c'est ça. Pendant les études? Après les études. OK. Oui. Donc, dans le fond, je m'en suis rendu compte en étant à l'extérieur. J'ai étudié en fashion marketing, j'adorais ça, mais je parlais toujours du domaine de l'automobile. Ça faisait partie de mon ADN un peu. Donc, puis c'est quoi qui est passionnant dans le domaine de l'automobile pour toi? Ben oui. Moi, j'aimais vraiment, à l'époque, la gestion de tout ça. Puis, je trouvais que les gens, en général, n'étaient pas assez au courant de comment ça fonctionnait avoir un accident. Avec les assurances, tout ça. Il reste, encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, les assurances, même s'ils sont assurés. C'est vrai. Puis, ça paraît beaucoup quand l'accident intervient. C'est là où on réalise que les gens, ils savent même pas. Ils sont assurés pour un véhicule de remplacement, mais ils savent pas. Ou ils pensent qu'ils sont assurés pour un véhicule de remplacement, en fait, ils le sont pas. Fait que c'est beaucoup... c'est ça me fascinait beaucoup. Puis je voulais vraiment, dans mon ambition à cette époque-là, c'était de partager puis d'éduquer les gens sur ça, comment que ça fonctionne. Puis j'aimais beaucoup cette gestion-là. Puis on fait partie d'une bannière, on est dans Fix Auto. Puis j'ai toujours dit aussi, Fix Auto aussi m'a permis de grandir. Il y avait beaucoup, dans
dans la bannière, tu sais, on fait toujours des activités, puis on a des conférenciers et tout ça. Puis moi, j'ai grandi en allant à toutes les conférences, en participant à toutes les activités de Fix Auto. Donc, j'apprenais beaucoup. Puis ça aussi, c'est un bout que, quand j'ai quitté pour le fashion marketing, ça me manquait. Fait que c'est ça. C'est ce bout-là qui était... Puis, tantôt, t'as mentionné, j'ai beaucoup appris à me connaître à Montréal. Ouais. Ça veut dire quoi, apprendre à se connaître? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce qu'il y a des moments dont tu te souviens que t'as fait comme, ça, j'ai appris à me connaître, si on veut. Ben, en fait, quand je dis apprendre à se connaître, c'est que je me suis plus permis de faire ce qui me plaisait sans penser à ce que ma famille va en penser. C'est surtout ça. Puis, on n'est pas obligé d'être toutes pareilles comme, tu sais, je suis pas obligée d'être comme ma soeur ou d'être comme mon père ou d'être comme ma mère. Mais on dirait qu'on s'empêche des fois, surtout dans une famille, tu sais, serrée, de se dire, ben moi, en fait, là, j'aime mieux être quand c'est plus fancy. Puis ma soeur est moins fancy. Mais là, je me gênais d'être un peu plus fancy, si tu veux. Quand j'étais allée à Montréal, pas de gêne, elle me voit pas. Ben oui, c'est ça, exactement. On est indépendants. Fait que c'est ça. Fait que c'est là où, tu sais, j'ai appris ce que j'aimais vraiment parce que je me permettais de faire les choses. Fait que c'est cette indépendance-là, en d'autres mots, qui a permis d'apprendre à se connaître. Oui. C'est une portion 1, je te dirais. OK. J'ai fait aussi, par la suite, quand je suis revenue, quand je suis revenue à Sherbrooke, en fait, j'ai rencontré... je suis revenue à Sherbrooke. Par la suite, j'ai rencontré mon chum, mais ça n'a vraiment pas été long. Okay. Puis, c'est ça, on a eu nos enfants. OK. J'ai tapé. Ouais, on a eu nos enfants, puis c'est un peu à l'époque, en même temps, que j'ai repris les entreprises de mon père. Donc là, à Montréal... Ouais, ça, c'est ma portion où j'étais allée étudier en fashion marketing. Puis là, on a retouché au domaine de l'automobile. Ouais. Puis on est revenu à Sherbrooke, puis t'es revenu à Sherbrooke. Quand je suis revenue à Sherbrooke, c'était pour... j'étais devenue consultante en carrosserie. OK. Puis je me promenais dans les carrosseries à travers le Québec. Donc, puis à cette époque-là, ma soeur a eu ses enfants. Donc là, je me disais, ça me sert à rien d'habiter Montréal. Quand je travaille, tu sais, je voyage le Québec au complet, puis ma famille est à Sherbrooke. OK. C'est là, comme ça, je suis retournée à Sherbrooke. Et là, j'ai rencontré mon chum. Puis quand t'es revenu à Sherbrooke, t'as recommencé de travailler dans l'entreprise ou pas encore? À moitié. Okay. J'ai continué ma consultation, mais j'en faisais un peu plus dans les ateliers de mon père, si tu veux. Puis à un moment donné, on a eu la conversation, mon père et moi. J'ai dit, j'aimerais ça revenir. J'aimerais ça reprendre les entreprises. Là, mon père m'a dit, mais d'accord, mais tu vas faire tes preuves. Mm-hmm. Moi, quitter une fois, tu me quitteras pas 2 fois. Fait que, oui, c'est ça. Puis là, j'ai eu mes enfants, dont je rêvais tant. Donc, c'est ça, exactement. Le moment est arrivé. Oui, c'est ça. Fait que j'ai eu les enfants, puis en même temps, je reprenais les entreprises. Mais les enfants, c'est le gros boost. Et là, je vais leur montrer que quand on veut, on peut. Ça a été ça beaucoup, là. Oh mon Dieu, OK. Fait que ça l'a pas fait, admettons, un éloignement du travail pour vraiment se dédier. Ça a donné une nouvelle drive. Ça a donné une nouvelle drive. Ah! Vraiment. Vraiment, vraiment. Puis ça a fait du bien, là, pour vrai. Ouais. Puis j'aime beaucoup ça. Puis là, en plus de ça, mais là, je vivais mon rêve de devenir mère. Fait on dirait que là, j'avais besoin d'un nouveau rêve aussi. Parce que là, ça est en train de se réaliser. Ah, OK. Hein? Après ça, on fait quoi? OK. Donc, fait que c'est une nouvelle drive. C'était vraiment, vraiment... Ça fait du bien. Puis là, j'ai fait l'école d'entrepreneurship de Beauce. Ah, OK. Oui. Fait que là, ça a commencé un nouveau chapitre. Exactement. Puis ça, c'est une nouvelle découverte de soi. J'ai confiance en moi et j'ai le droit d'avoir confiance en moi. OK. C'est un peu... ça a été cherché... ça m'a beaucoup extériorisé. Le fait d'avoir des enfants? Non, mais l'école d'entrepreneurship de Beauce. Oui, OK. On fait... l'école est bonne pour les entrepreneurs, mais pas seulement pour les entreprises, mais pour l'entrepreneur. Okay. C'est là où parce qu'on commence par travailler sur t'es qui en tant qu'entrepreneur, c'est quoi ta couleur et comment l'apporter dans ton entreprise. Et là, ça, j'ai trouvé ça... Puis comment est-ce qu'ils enseignent ça? On commence, dans le fond, on fait des tests psychométriques, si tu veux, là. Où c'est là où fonceuse se résume à rouge. OK. Donc, c'est ça. Fait qu'on fait ça, puis on parle de nous, puis après ça, à travers nos entreprises, nous, c'est comment. Puis c'est là où est-ce qu'on échange beaucoup. Puis tu sais, quand on est à l'école d'entrepreneurship de Beauce, on est tous ensemble, puis on se permet de... On est sans jugement, vraiment.
Puis on se permet, tu sais, d'explorer, puis de donner nos opinions. Puis c'est là qu'on voit les autres aussi. Puis ben moi, c'est comme ça, mais lui, c'est comme ça. Puis c'est correct aussi. Fait que c'est un bel apprentissage. Est-ce que tu as pu avoir... de faire une définition de ce qu'est un entrepreneur ou une entrepreneur lors de ce parcours-là? Ben, en fait, j'ai réalisé lors de ce parcours-là que peu importe ta personnalité, tu peux être un entrepreneur. En fait, c'est juste que tu vas le faire différemment. Exemple, moi, je suis rouge, donc je suis fonceuse et les décisions sont rapides et c'est comme ça. Mais je vais m'entourer de gens qui vont me ralentir. Un peu comme mon mari, mettons. Qui me remet en question, me dit est-ce que tu es sûr de ta décision? Là, tu prends la décision maintenant, mais est-ce que tu penses que tu peux attendre, voir ça? Ah, OK, oui. Fait que moi, je vais m'entourer comme ça pour être un bon entrepreneur dans mon entreprise. Mais une personne peut-être plus verte, qui parle beaucoup, et qui va prendre du temps à prendre sa décision, devrait s'entourer d'une personne un peu plus rouge pour dire, ben là, on en a assez discuté, maintenant, on peut-tu se décider? OK. Fait que c'est ça que j'ai trouvé intéressant parce que quand on est dans une entreprise familiale puis qu'on évolue là-dedans, on est la fille du boss. Et donc, on se sent dans un syndrome d'imposteur. Est-ce que j'ai vraiment ce qu'il faut pour être propriétaire d'une entreprise? Ben, c'est parce que je suis la fille de mon père que je suis là. Fait que là, en faisant ce parcours-là, j'ai réalisé qu'en fait, peu importe la personnalité, si tu le sais, si tu te connais, t'es capable d'être un bon entrepreneur pour ta entreprise. Wow. Puis ça, c'est à tous les niveaux. Est-ce que ça a eu un impact sur, évidemment, la vie professionnelle, mais dans la vie personnelle, avec les relations avec ta famille, est-ce que ça a joué un impact ou ça l'a tout le temps, ça l'a pas vraiment changé la façon que... C'est sûr que ça joue un impact parce que tu te découvres encore plus. Plus que tu te connais, plus que tu te respectes et plus que tu respectes les autres. Parce que c'est important faut faire attention, on n'est pas parfait. Mais si on se connaît bien puis on comprend nos lacunes, si tu veux, ben on comprend la répercussion que ça peut avoir sur un autre, plutôt que d'être dans le déni puis se dire non, c'est elle qui a un problème ou c'est lui qui a un problème, ben en fait, c'est ma façon d'être qui est différente de lui ou d'elle et qui cause un problème. Fait que c'est sûr que ça a un impact parce qu'on change. On se connaît plus puis on évolue, donc ça a un impact. Puis ça, ce parcours-là à l'école de Beauce, ça a duré combien de temps? C'était rapide. Dans le fond, moi, j'ai fait émergence. Donc, c'est 9 ou 10 mois. OK. Quelque chose comme ça, ouais. Wow. Ça bouge. Ça doit bouger, ouais, ça doit aller vite. Mais en ce temps-là, t'as appris à te connaître, ils ont réussi à faire le... C'est assez intense. Très honnêtement, là. Écoute, puis en 2018, que j'ai fait émergence. C'est l'année où je me suis mariée. J'ai racheté mon père. Oh mon Dieu. Ah oui, puis j'ai ouvert une nouvelle entreprise. Wow! Tout dans la même année. J'ai attendu longtemps, on s'entend. Parce que moi, j'ai commencé à travailler avec mon père à 19 ans. Je suis partie, je suis revenue. J'avais 30 ans. Donc, ça mijotait beaucoup en moi, là. Tu sais, la famille me l'ont toujours dit. On savait que c'est toi qui rachèterais Michel. Tu sais, ça allait de soi. Moi aussi, dans ma tête, ça allait de soi. Mais là, comment ça allait être, je ne savais pas. Donc, j'avais comme cumulé tout ça, puis on attendait. Fait que là, quand on a été prêts, ben, ça a déboulé d'un coup. Puis comment est-ce que vous avez été prêts à ça, puis... Ouais, comment ça s'est déroulé, cette mécanique-là? Ça, c'est quand même assez drôle. Les entrepreneurs comme mon père, c'est un carrossier, en fait, qui a bien réussi, puis qui avait la bosse des affaires sans le savoir, et que donc est parti d'une petite atelier de carrosserie à 2 employés, et qui s'est retrouvé avec 3 carrosseries, puis là, aujourd'hui, tu sais, c'est 72 employés. Quand je l'ai racheté en 2018, c'était un petit peu moins d'employés, mais c'était quand même 3 carrosseries. Mais lui, c'est ça, mais il est pas parti dans l'idée de je vais construire ça pour le vendre tant de millions, puis ça va, puis tu sais, comme ça. Lui, c'était son travail qui lui permettait de bien vivre. Puis dans sa tête, comme majorité des entrepreneurs de son âge, il se disait, ben si ma fille elle veut le reprendre, ben quand je vais mourir, ça va lui revenir. OK. Ce qui est une idée
pas super. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, je veux pas qu'il s'en aille. Ouais, ça, c'est sûr. Là. Ça, c'est sûr que oui. Puis d'un autre côté, ben, on est dans l'inconnu. Mhm. On a une famille, tu sais, c'est pas établi. C'est important que la communication quand on a une entreprise, c'est important que la famille comprenne qu'est-ce qui va arriver avec l'entreprise si on n'est plus là. Puis c'est important aussi que ce soit que l'information soit partagée. Parce que mon père serait décédé, l'entreprise nous serait revenue, mais il y a ma mère, il y a ma soeur, il y a moi. Puis comment vous voyez ça? Ma mère aurait pu dire on vend tout ça puis on prend l'argent. Moi, je veux travailler dedans, moi, mais je sais pas si tu peux le faire. Donc, tout ça, tu sais, c'est. Fait que dans le fond, le problème, c'est ça. Le problème, c'est juste dire on donne ça quand je vais mourir à ma fille. C'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas vraiment de plan, il n'y a rien. Non, c'est ça. Le plan est super important. Puis moi, je savais que je voulais reprendre les entreprises, mais je voulais pas attendre à 60 ans non plus pour avoir les entreprises. Donc, en 2018. Ben, en fait, à Noël 2017, j'ai acheté un livre qui s'appelle La Relève. OK. Et j'ai donné ça en cadeau de Noël à mon père. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oui! Mais Comment il a réagi? Est-ce qu'il a compris? Mais c'était drôle, mais il a quand même fait la lecture du livre. Puis en même temps, ça mijotait parce que j'en parlais de plus en plus. Puis il a parlé avec d'autres entrepreneurs. Tu sais, quand même, dans le réseau fixe, déjà, il y a plein d'autres propriétaires de fixe auto. Il parlait avec des amis entrepreneurs. Puis là, un bout de chemin s'est fait, puis s'est dit, non, effectivement, faut que ce soit préparé, le transfert d'une entreprise. Puis la lecture, le livre, La Relève, que je me souviens plus, là, c'est qui l'auteur, c'est plein d'anecdotes d'entrepreneurs, des erreurs qui s'est passées dans des transferts d'entreprise. Donc, lui, ça lui disait, bon, ben OK, c'est vrai que ça prend un plan, il faut que ce soit préparé. Puis même moi, à l'achat des entreprises, je me prépare déjà à quand je vais les laisser. Ah ouais? Ben oui, c'est important. OK. Puis dans le fond, c'est de savoir combien de temps. Puis moi, j'ai créé dans ma tête comment qu'on appelle ça? Un plan d'affaires? Non. Non? Une ligne directrice. Une image de ça, en fait. OK. Une image de ce que c'est. L'entreprise, pour moi, c'est un sac à dos. OK. Mon père, il a conçu son petit sac à dos. Il l'a mis sur ses épaules. Puis il a mis sa couleur à son sac à dos. Puis dedans, là, il rajoute des choses une fois de temps en temps. Puis là, le sac, il devient lourd. Mais il monte sa montagne avec son sac à dos. Puis là, à un moment donné, moi, j'arrive. Je dis, hey, papa, donne-moi là ton sac à dos, je vais le mettre sur mes épaules. Là, je prends le sac à dos sur mes épaules. Et là, je change un peu de couleur parce que je vais mettre un peu ma personnalité à moi. Puis ça, c'est mon entreprise. Puis moi, je continue de monter la montagne avec le sac à dos. Fait que c'est ça pour moi, l'entreprise. Fait qu'un jour, le sac à dos va être rendu pesant sur mes épaules à moi. Il va falloir que je le transmette sur d'autres épaules. C'est vraiment une belle image. J'aime. Ça fait plaisir. Wow! C'est une image que je me suis donnée. C'est comme ça que je comprends bien l'entreprise pour pas que ça devienne une partie de moi. L'entreprise, c'est pas Valérie Véronneau. L'entreprise, c'est Groupe Véronneau. Donc, le Groupe Véronneau, je veux qu'il évolue dans le temps puis je veux qu'il dure plus longtemps que moi. Fait que l'entreprise, c'est là où est-ce qu'il faut éventuellement, j'y trouve des nouveaux directeurs pour reprendre le sac à dos. Je pense que c'est brillant. Je pense que c'est brillant de penser comme ça. D'avoir un certain détachement. Puis ça s'applique peut-être pas nécessairement juste au milieu des affaires, peut-être vraiment... À beaucoup de choses. Exact. À tout le monde qui a un travail, qui s'investisse énormément dedans, d'avoir une distinction entre moi versus mon travail. C'est bien pensé. Ouais. Fait que là, ton père, il a fait la lecture de ce livre-là. Oui. C'est tellement drôle. Oui. Puis, est-ce que c'est lui qui a ramené le sujet ou est-ce que c'est toi, dans le fond, qui ramenait ça régulièrement? Ou... Écoute, je me rappelle pas exactement, mais c'est sûr qu'on en parlait souvent ensemble. Puis, à un moment donné, on s'est dit, une fois, mon père m'a dit, parce qu'il y a des moments où je me disais, mais là, tu me donnes beaucoup plus de responsabilités et de décisions à prendre, mais quand je prends les décisions, les gens savent-tu que c'est supposé moi qui prends les décisions et non toi? Parce que ça vient mélangeant pour les employés aussi. Hein. C'est vrai. Valérie, elle a dit, Michel a dit, pas pareil. Fait que là, on avait ces discussions-là souvent, puis une fois, mon père m'a dit, là, tu vas écrire ton plan, puis exécute-le. Ah, OK, mais mon plan, c'est que je t'achète. Donc, fait qu'on a eu ces discussions-là, mais là, on a engagé une firme pour nous aider dans le transfert après. OK. L'entreprise, ouais. Puis, fait que dans le fond, est-ce que quand tu as repris
une fois que le transfert a été fait, est-ce que tu savais où est-ce que tu t'en allais avec ça? Est-ce que c'était clair? Ouais. Ça, c'est en 2018. En 2018, Valérie, elle a beaucoup d'ambition. OK. Fait que oui, moi, je m'en allais, là, je prenais les entreprises, j'allais en acheter d'autres, on allait avoir plusieurs ateliers de carrosserie. J'ai ouvert les pare-brises, la mécanique. Fait que j'ai deux nouvelles entreprises depuis, mais à 3 divisions différentes. Donc, exemple, j'ai les pare-brises qui sont dans mes 3 ateliers. OK. Puis j'ai un nouveau garage de mécanique, puis une division mécanique à Quaticook aussi. Donc, j'ai grossi ça, puis moi, j'étais partie, là, j'avais le vent dans les voiles. OK. Jusqu'à temps qu'arrive une petite affaire qui s'appelle la COVID. Ah, ouais. Et là, j'ai changé un peu mes ambitions. Ça l'a changé. Mais oui. Dans le milieu, ça l'a heurté. Ben, en fait, c'est pas mal tous les milieux là, que ça l'a heurté. Oui, mais ça nous a changé, c'est sûr, parce que encore aujourd'hui, on est pris avec des répercussions, mais c'est pas vraiment des répercussions de la COVID, on va se dire la vérité. Là, c'est des répercussions des ressources naturelles manquantes. Ouais. Mais beaucoup de pièces sont en rupture de stock. Qu'on n'est pas capable d'avoir, ça change complètement notre façon de travailler. Avant, c'était facile, là. On faisait l'analyse des réparations à faire. On savait qu'on avait 10 pièces à commander. On commandait les 10 pièces. 2 jours après, on avait les pièces, puis on faisait la réparation. Merci, bonsoir. Done deal. Yes. Puis là, aujourd'hui, c'est... Bon, j'ai 10 pièces. Je vais en recevoir 5 dans 2 semaines, puis peut-être 3 dans 4 semaines, puis les 2 autres plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la réparation, puis peut-être après ça, on va faire revenir le client pour les 2 pièces manquantes parce qu'elles ne sont pas nécessaires, sont esthétiques. Ça a changé énormément de choses, puis ça a changé aussi notre... Ça a pris du jus, là, on va se le dire. Puis en tant qu'entrepreneur, un beau matin, j'ai fait 70 relevés d'emploi. Pour quand on a fallu farmer. Farmer. Quand on a dit fermer, pour moi, c'était comme farmer. Ouais, c'était, oui. Ouais, ça devait pas être des super moments. Non, c'était pas agréable. Parce que dans le fond, les bureaux close, fini. Ouais. Les garages aussi. Oui. Right? Oui. OK. C'est ça. Fait que jusqu'à temps, il y a eu un gros débat là, sur est-ce que les réparations automobiles est un service essentiel. Ça l'était ça, finalement? Ça l'est devenu. Ah, ça l'est devenu, OK. Oui. Bon, comme beaucoup de choses. Là, oui. mais non, c'est juste... c'est le choc de vivre ça. Puis tu sais, le stress vient de l'inconnu. Ouais. Ben là, on était dans l'inconnu. Fait que la source de stress était vraiment intense. Puis c'est là où est-ce que ça m'a fait changer aussi ma façon de voir les choses, parce que les entrepreneurs, on était beaucoup dans la croissance. On doit avoir des plus grosses entreprises. On va avoir plus gros. Mais en fait, pourquoi? Fait que là, c'est là où on commence à changer notre façon de voir les choses. Puis oui, c'est correct la croissance dans les entreprises. Je ne suis pas obligée d'avoir de plus en plus d'entreprises. Mais par contre, est-ce que je peux mieux gérer? Puis est-ce qu'on peut restructurer à l'interne et que ça soit plus intéressant sans être de plus en plus gros, sans être dans une méga croissance? Fait que c'est là où je me suis dit, hey, non, attends, j'ai des belles entreprises où est-ce que je suis présentement. J'ai pas besoin d'en avoir d'autres. J'ai juste besoin de repenser ceux-là que j'ai, puis d'être plus rentable et plus agréable. Donc, si je gardais l'ambition de Valérie 2018, j'étais rendue avec 6, 7, 8 remplacements, mais plus que t'en as, moins t'as de qualité pour ton monde. Tu veux pas, là, tu peux pas être partout. Ouais, c'est vrai. Puis, je trouve ça... Si on revient à la partie que tu as dit par rapport à l'inconnu, parce que ça, c'est un phénomène que tout le monde fait face. Oui. L'inconnu, la gestion de l'inconnu. Si on se replace dans la situation, là, justement, COVID-19, puis là, tu as dit, je suis devant un monde d'inconnus, c'est quoi les étapes? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Comment est-ce que tu as géré ça? J'ai été énormément stressée, mais moi, je vis dans le déni dans la vie. Fait que les gens me voyaient énormément stressée, mais moi, j'étais juste, faut que je focus sur tout. Puis les moments où on était fermés, là, moi, j'étais chez nous devant mon ordinateur à faire des plans de comment qu'on va s'organiser, puis comment qu'on va réouvrir. Puis j'étais... ma fille, elle est... quel âge qu'elle a? 8 ans. En tout cas, elle avait 6 ans ou 5 ans, je me rappelle pas. Elle a vu un monsieur en cravate, puis elle a dit « Ah, maman, c'est Monsieur Legault. »
Ça, c'est à quel point j'écoutais toujours la télévision pour voir les conférences de presse. Les fameuses conférences. Quand ma fille me dit ça, elle me dit « Oh, t'es un peu jeune! » Pour connaître M. Legault, là, c'est là que j'ai fait « Oh, calme-toi. » Puis mon mari aussi me regardait aller, il le voyait, là, il me disait « Ça sert à rien, là, elle est partie. » Donc, fait qu'en fait, ça l'a pas géré. Quand il y a eu l'inconnu devant toi, t'as juste gestion de crise, puis all over the place. Est-ce que tu aurais fait ça différemment, par exemple, aujourd'hui, si ça se reproduisait? Ben, c'est sûr que si ça se reproduit, ben là, ça sera plus tant de l'inconnu. On va connaître un peu comment ça se passe. Et on pourrait dire, bon, regarde, on s'en fera pas. C'est pas être fermé un mois qui va nous ruiner l'entreprise. On le sait pas. Quand ça arrive, on est comme, ah! Mes revenus s'en vont. Ouais. Tu sais, dans la vie, on est assuré, nos entreprises, que s'il arrive quelque chose, on peut avoir le revenu qu'on aurait eu si on avait été ouvert. Ben ça, là, on n'avait pas cette assurance-là. Donc, c'était délicat. Tu sais, on pense souvent à ça aussi. Puis, il y a une pression sur mes épaules. En tout cas, je ne sais pas comment les autres entrepreneurs vivent ça, mais moi, c'est 70 familles là, qui sont chez eux. Là. Que faut que je fasse attention, puis je veux que les entreprises survivent parce qu'eux, ils ont un travail chez nous. Fait que ça a été très stressant, mais aujourd'hui, si ça réarrivait, je me dirais, hey, on va juste dépenser moins les mois prochains là-dessus, puis ça va se placer. C'est pas dramatique. Mais cette journée-là, c'était dramatique. Parce que, en fait, on pourrait soutenir que dans ton métier d'entrepreneur, de femme d'affaires, une partie du travail, c'est de gérer l'inconnu. Parce que, je veux dire, à moins que je me trompe, est-ce que ton chemin dans les prochaines années est déjà pavé? Est-ce que tu sais déjà la direction de l'entreprise? Non. Puis on peut jamais savoir parce qu'on sait pas ce qui va arriver. Nous, on est dans le domaine collision. On est partenaire avec les assureurs beaucoup. Ça se pourrait qu'un assureur là, vire de cap là, à un moment donné puis change complètement sa procédure et qu'on doit travailler avec ça. Là. Ça arrive, ça peut arriver souvent, là. Des fois, on a des nouvelles. À partir de maintenant, ta compagnie d'assurance va fonctionner de cette façon-ci. Ah, ça marche plus dans nos procédures à nous. On se retourne sur un 25 cents ou un 10 cents, qu'on dit. Puis on change notre procédure de travail pour combler le besoin que l'assureur a. Fait que ça, je peux pas savoir. Je peux pas le deviner. Je peux prévoir certaines choses. Exemple, les véhicules électriques sont de plus en plus présents. Je forme mes techniciens en électricité pour faire sûr que lorsqu'on va les réparer, ils savent le faire adéquatement. Tu sais, c'est des choses que je peux prévoir parce qu'on en parle beaucoup. Puis, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient, je peux voir, mais je peux pas savoir à 100%. Fait que, c'est quoi la meilleure façon alors de vivre avec l'inconnu? Ben, je pense que c'est de se parler, de se calmer. Tu sais, quand ça arrive tout de suite, tu sais pas, là, t'es dans ton niveau de stress. Oh mon Dieu, je sais pas quoi faire avec ça. Mais après ça, tu peux dire, hey, écoute, t'as passé à travers ça. On va y aller une étape à la fois. Tu sais, c'est vraiment d'apprendre à se parler. Moi, c'est ce que j'apprends à faire de plus en plus. Puis, dans les premières années, il arrivait, exemple, avant COVID, là, il arrive un employé qui vient me voir. Puis il me dit, ah ben là, moi, semaine prochaine, je m'en vais. J'ai trouvé un autre emploi. Moment de panique. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je l'aurais pu. Qui va faire? Tu sais, qui va faire ces tâches? Je vais-tu trouver la bonne personne? Parce qu'aujourd'hui, on s'entend, ça se trouve pas sur un coin de rue. Fait là, je devenais très nerveuse. Mais à force de vivre ça, je me dis, OK, ben je vais juste repenser mes choses. Tu sais, chaque fois que quelque chose est nouveau, ça fait peur, mais une fois que tu l'as contrôlé, ben tu sais que la prochaine fois, tu vas être capable de le contrôler aussi. Puis aujourd'hui, ben ça ne m'inquiète plus. Il y a 5 ans, quand un employé venait me voir, me dit, ben moi, l'autre, là, il m'offre 2 $ de plus de l'heure. Ben là, je venais mal. Puis là, je lui dis, ben OK, on va s'organiser, je vais te le donner pour garder mes employés. Aujourd'hui, si quelqu'un vient me voir et me dit ça, je vais dire, ben, chanceux, profite-en, vas-y. Je peux pas te l'offrir, moi. Puis c'est drôle, ils s'en vont pas. OK. Juste... C'est apprendre. Ouais. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, il faut apprendre. Fait qu'il faut juste se calmer. Apprendre. Fait que, c'est-à-dire, quand la situation arrive, d'analyser pour voir qu'est-ce qui s'est passé pour que on puisse reconnaître les petits indices
justement, que dire, ah, ça, je l'ai déjà vécu ou de quoi de similaire, je sais comment réagir. Oui. Puis... C'est ça. Puis c'est sûr qu'on devient plus sage, on trouve qu'on devient plus sage plus qu'on avance, mais en fait, c'est qu'on a juste plus d'expériences similaires dans le passé. Veux pas, c'est un peu ça. Là. Ouais. Ben, c'est peut-être ça la sagesse, je sais pas. Peut-être. Je sais pas, en fait. Non plus. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, parce que t'as mentionné la pénurie de main-d'œuvre, justement, le manque d'employés. Il y a tellement de monde, puis, tu sais, nous autres, les petits illuminés à l'université, on est comme, ah, l'avenir, c'est la robotique. Genre, c'est les robots qui vont tout faire. Probablement pas à court terme, on s'entend, là, réalistement, mais est-ce que c'est une possibilité, du moins dans ton domaine, que la robotique joue un rôle important ou... Je pense que l'intelligence artificielle va pouvoir venir prendre une bonne portion du travail qu'on fait, dans le sens où est-ce qu'aujourd'hui, ils sont en train de développer des logiciels avec intelligence artificielle qui vont analyser le véhicule. Exemple, on prend 360 du véhicule. Ils sont capables de déterminer c'est quoi les dommages sur l'auto puis de créer une estimation. Donc ça, c'est... Puis ça, en ce moment, ça se fait comment? Ça, en ce moment, c'est un être humain. Un être humain qui analyse. Regarde le véhicule puis qui prend les notes. Bon, ben l'aile est endommagée, elle n'est pas réparable, on va la changer. Ou l'aile est endommagée, je peux mettre 3 heures de réparation. En ce moment, c'est un être humain. Mais ils sont en train de développer une intelligence artificielle qui va faire l'analyse. OK. Ça peut arriver que dans le futur, ben, ce soit juste avec des photos qu'une estimation de dommages se crée. Est-ce qu'il y a une branche dans l'entreprise où ce problème-là est plus flagrant? Le manque de main-d'œuvre. Le manque de main-d'œuvre, excuse. Oui, parce qu'en carrosserie, c'est très spécialisé. Des carrossiers, on y pense pas, mais c'est des artistes. On a une porte avec 2-3 coups dedans. Ben eux, ils la ramènent droite, puis ils la remettent comme elle a été conçue. Mais chaque poque est différente ou chaque bosse est différente. Ah, c'est vrai, hein? Donc, ils doivent toujours travailler de façon différente. Je peux pas créer un robot qui va toujours... il n'y a pas de marche à suivre constante, c'est tout le temps. Ah, c'est vrai, j'avais même pas... Pourquoi je n'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Appliquer la peinture d'un certain sens, ça pourrait être robotisé, mais on peut pas peinturer partout. Exemple, si j'ai un panneau, un capot, ben il est bossé sur le coin, on va faire un spot de couleur sur le coin, mais on va éclairer le capot au complet. Mais on va pas réappliquer la couleur partout. Puis l'autre, ben il va être endommagé à droite, puis l'un va être endommagé à gauche. C'est pour ça. Donc, c'est là où je sais pas à quel point ça peut être robotisé. Ouais, fait que dans le fond, c'est plus au niveau des carrossiers que la pénurie de main-d'œuvre a plus d'impact dans ta business. Oui. J'ai beaucoup de personnel qui sont pas âgés, mais sont plus près de la retraite. C'est eux que ça me crée un petit... Qu'est-ce que je vais faire quand ils vont partir, eux? Parce que oui, j'ai de la relève un peu, mais pas suffisamment. Puis est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu as pensé à quelque chose? Est-ce que tu as pensé à des solutions possibles ou pas encore? Je suis dans la recherche toujours des meilleures solutions pour ça. Est-ce que tu as des options en ce moment? Parce que si on regarde comment est-ce que ça pourrait être possible de trouver une solution à ça, c'est de rechercher s'il n'y a pas d'employés ici, est-ce que ça va être ailleurs? Ouais, c'est ça. Oui. Parce que je sais, il y a quelques entreprises, plusieurs entreprises en fait, surtout dans le milieu manufacturier, que justement, c'est une grosse business qui se développe, l'immigration pour les travailleurs. Oui, c'est sûr, mais oui, c'est quelque chose que je regarde. J'aimerais ça trouver différent. Ouais. Mais d'un certain sens, à un moment donné, il faut se rendre à la... C'est parce que l'affaire, c'est que si on regarde la main-d'œuvre, on cherche des humains. On cherche à remplacer des humains par des humains. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer ou amener des humains? Il y a la façon naturelle de faire, puis il y a la façon de les faire venir, puis là, c'est où est-ce que tu vas les chercher. Fait le défi est là, c'est en effet, puis justement, tout le monde dit ça, c'est comment tu fais pour créer plus d'humains? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'il y a un manque d'humains en ce moment? Genre, c'est ça le problème de pénurie de main-d'œuvre? Parce qu'ils sont où le monde? Comment je commence ça? Tout à coup, il y en existe plus. C'est ça. Mais en fait, je pense que c'est devenu différent. Comment j'expliquerais ça? Exemple.
j'ai un jeune étudiant qui travaille dans un restaurant ou qui fait un méga salaire. Et j'ai un gars de métier que ça fait 10 ans qu'il travaille là puis il a le même salaire. Ça crée aussi un problème de main-d'œuvre. Ouais. Quand tes enfants commencent à travailler puis gagnent plus que toi, puis toi, ça fait 10 ans ou 15 ans ou 20 ans que tu fais ton travail, il y a un petit clash. Il y a quelque chose, ouais. Fait que je pense que c'est aussi les différences là-dedans qui créent un problème de main-d'œuvre. Les jeunes s'intéressent moins au travail manuel que ce que c'était par le passé. Fait que c'est sûr que nous, on a de la difficulté à trouver des gens qui sont intéressés par la carrosserie. J'entends plus souvent des jeunes qui sont intéressés vers se créer une entreprise qui va être à la maison, virtuelle, où est-ce que je vais faire des sous. Oui, ça va être le fun pour toi. Mais en même temps, les autres métiers, ils ont plus, là, les gens manuels. Moi, je pense que c'est les nouveautés ou les nouveaux travails qui existent qui fait que nous, en manuel ou en métier, on a moins de candidats. Mais c'est vrai qu'il y a tellement un changement de philosophie au niveau de, mettons, même ma génération, puis la génération après, puis un petit peu avant, en fait beaucoup avant, d'individualisme. Mm-hmm. On pense plus à nous autres, oui, j'aimerais mieux travailler à la maison avec l'ordinateur, puis ça va être beaucoup mieux comme ça. Puis il y a moins cette conscience collective-là de dire, est-ce que tu as conscience qu'on a besoin de ça dans la société? Est-ce que tu as conscience qu'on a besoin de telle affaire dans la société? Mm-hmm. On a comme plus de vue d'ensemble. On prend pour acquis que ça va être là. Que ça va être là. Exact. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression, est-ce qu'il va y avoir un moment où est-ce que ça sera plus là? C'est justement, où est-ce que la pénurie de main-d'œuvre va tellement être intense, ou est-ce qu'on va manquer des joueurs? C'est ça, exact. Ouais. Écoute, j'espère que non. Mais je pense qu'il y a toujours un retour du balancier. J'imagine qu'éventuellement, ça va revenir. Je sais pas de quelle façon, très honnêtement, mais j'ai bien l'espoir que ça va revenir un retour du balancier. Mais, tu sais, aussi, on a créé quelque chose aussi de différent. Avant, les travailleurs adoraient faire de l'overtime. OK. Aujourd'hui, tu dis, hey, j'ouvre l'overtime jeudi soir, et il n'y a pas personne. Personne? Personne lève la main, là. Donc, il y a ça aussi qui a changé. Puis on a été... les entreprises, là, sont devenues très créatifs dans la qualité de vie pour leurs employés. Tout à coup, on fait 4 jours semaine au lieu d'en faire 5. On donne plus de congés. Moi, je veux faire du 9 à 3. OK, on va s'organiser pour que de 9 à 3, toi, ça fonctionne. Ben, plus on diminue les heures de travail, plus ça prend de gens. Si j'ai 10 personnes qui font du 8 à 5, 40 heures semaine, puis qu'il y en a un là-dedans qui décide qu'il fait du 3 heures de plus par semaine, ben, hey, c'est gagnant pour moi. Mais là, j'en ai 10, mais qui font 7 heures par jour au lieu d'en faire 8. Ben, j'ai besoin de quelqu'un d'autre là, pour finir mon 8. Ouais. C'est là où est-ce qu'on peut aussi commencer à manquer la main-d'œuvre de cette façon-là. Ça prend plus de gens pour combler les congés. Les congés, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'articles, tu sais, des articles où le monde dise, ouais, mais si tu t'engages à faire un 4 jours, tu vas travailler plus efficacement. Ah, non, c'est pas vrai. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Mais c'est pas donné à tous. OK. Sauf que si mon collègue qui est hyper performant dans son 10 heures par jour, par exemple, font 40 heures en 4 jours, puis que moi, je suis pas performant, mais moi, je veux quand même un 4 jours, c'est là, tu sais, il faut donner les bonnes choses aux bonnes personnes. Ouais. Mais c'est difficile dans l'équité. Parce que, mettons, dans une entreprise qui a, dans un contexte actuel, pas assez d'employés pour opérer genre à 100%. Est-ce que il y aurait une façon d'orienter les carrières de chaque employé d'une certaine façon pour justement combler, tantôt tu as mentionné d'adapter de manière individuelle, pour combler ces postes-là. Donc, c'est-à-dire, tu n'as pas besoin de trouver d'autres personnes, mais tu peux consulter tes employés déjà actuels que tu as, puis justement de placer les bonnes c'est personnes. Ça, exactement, d'avoir assez conscience des problèmes. Est-ce que ça pourrait être une piste de solution en fait,
il faut aller avec la capacité qu'on a aujourd'hui. Si je regarde une équipe, exemple, puis que je me rends compte de, ma capacité avant était, je donne des exemples de même, là, 600 heures semaine, maintenant je rends ça à 400. En fait, comment je rends ces 400 heures-là rentables? Je vais choisir peut-être les réparations de façon différente. C'est là où est-ce qu'il faut arrêter de penser à la méga croissance. Peut-être que je vais décider que un tel client, c'est pas nécessairement bon pour moi. Exemple, nous, on fait de la carrosserie. Il y a bien des gens qui viennent nous voir pour dire là, mon auto est rouillée, j'aimerais ça qu'on la répare. Bon. Oui, on peut le faire. Mais nous, on s'est axé plus sur la collision automobile. Donc, je suis content que vous venez chez nous. Par contre, on n'en fait plus de ça. Faut choisir. Parce qu'il faut choisir ce qui est plus rentable pour que notre entreprise survive dans tout ça. Jusqu'à temps qu'on ait peut-être un robot ou plus de gens. Mais en même temps, il faut juste être intelligent parce que l'entreprise, ce qui est important, c'est qu'elle demeure rentable et qu'elle survive dans le temps. Fait que peut-être changer... Si notre capacité est différente, changer notre vente. Changer notre persona, notre marché. C'est ça. Ouais. Parce que, est-ce que quand on gère une entreprise, tu as cette notion-là de rendre un service à la population? Est-ce que c'est quelque chose qui est présent ou pas nécessairement? C'est plus, on essaie de faire survivre le tout, puis... c'est sûr qu'à la base, nous, on fait un service. Ouais. Donc, oui, on est là pour les gens. Surtout quand COVID est arrivé et que là, les gens... les services essentiels travaillaient, les médecins, les infirmières et tout le personnel de santé travaillaient. Si on a un accident, on fait quoi? Donc oui, c'est important qu'on soit là. C'est des choses quand même... On voyait peut-être pas ça de cette façon-là, mais là, tout à coup, on l'a vu comme ça, puis hey, on reste important. Peut-être un jour, le moyen de transport ne sera plus un automobile et là, on sera vraiment plus important. Ça aura changé. Ouais. Mais puis peut-être qu'on réparera d'autres choses. On sait pas. On change, on commence à réparer des véhicules électriques beaucoup plus qu'avant. Peut-être qu'après, ce sera d'autres choses qu'on va réparer, mais on va juste se former à ça. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Une entreprise n'est pas obligée de rester toujours pareil. Elle peut changer. Elle évolue en même temps que la société. C'est quoi Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements depuis? En fait, oui, évidemment, il y a eu beaucoup de changements depuis que tu as pris la relève, puisque tu as acheté dans la première année plusieurs entreprises. Mais en ce moment, où est-ce que tu peux dire qu'elles se dirigent? Les entreprises? Oui, ces entreprises-là, en fait. Ouais. En fait, dans les 2 dernières années, c'est sûr qu'on travaille plus sur notre qualité pour... comment je dirais ça? On veut être des entreprises... On veut pas être des entreprises performantes, mais on veut être des entreprises de qualité. On veut pas en faire un nombre excessif, mais on veut faire le bon nombre de la bonne façon. Fait que je pense que mes entreprises s'en vont dans ce perfectionnement-là de qualité à bon rendement, naturellement. Oui. Ça reste qu'il faut faire vivre les familles. Mais oui, c'est ça. Puis on est une entreprise aussi beaucoup innovatrice. Donc, on change beaucoup. Dans les dernières années, en fait, Madame Fonceuse, quand j'ai une idée, il faut l'essayer pour faire aller de l'avant. Puis ça fait partie de nos valeurs d'entreprise, l'innovation. C'est d'essayer des nouvelles choses puis de changer. Fait qu'on change souvent nos procédures. On va essayer les nouveaux produits, essayer des nouveaux équipements. Donc, je pense qu'on va toujours se tenir à jour sur ce qui s'en vient dans le transport automobile. Oui. Le transport automobile. Dans le transport. Oui, dans le transport, oui. Ouais. L'importance de s'entourer de bonnes personnes. On entend souvent ça. Très important. Oui. C'est important, on confirme. Je confirme. Par contre, ce qui est difficile, c'est comment. Le comment s'entourer, puis moi, je pense qu'on peut considérer que c'est important de s'entourer des bonnes personnes, même dans même si t'as pas d'entreprise, même si t'as pas dans ta vie personnelle. Mais comment faire pour s'entourer des bonnes personnes, puis comment on détermine quelle personne est bonne pour toi ou pas? Je pense que je l'ai dit un peu tantôt, la première étape, c'est de se connaître. Si je ne sais pas que je suis trop fonceuse puis que je prends des décisions trop rapides, je sais pas que ça me prend quelqu'un pour me ralentir. Plus tu te connais, plus tu sais c'est où tu as besoin. En entreprise, en tout cas, tu as besoin d'aide. Puis c'est comme ça qu'on s'entoure de la bonne façon, je pense.
Puis en même temps, ben, on le dit souvent, on ressemble aux 5 personnes les plus présentes dans notre vie. À quoi tu veux ressembler? Il faut faire aussi attention à ça. S'il y a toujours des gens qui nous drainent vers le bas, faudrait juste comme... Non. C'est quoi nos aspirations? C'est quoi on veut? Puis c'est comme ça qu'on s'entoure. Il y a une chose que mon père m'a toujours dit puis qui reste encore vrai aujourd'hui, c'est si tu veux quelque chose, fais comme si tu l'avais déjà. OK. Comment est-ce qu'on applique ça? Bon, un exemple très, très facile. Quand j'ai déménagé à Montréal, il me disait toujours, si tu veux quelque chose, fais comme si tu l'avais déjà. Ben, je dépensais beaucoup. J'avais une vie fancy. Mais c'est plus très important dans ma vie aujourd'hui. Mais en même temps, c'est vrai que... Oh, là, les gens vont dire, c'est drôle qu'elle dise ça. J'ai pas manqué d'argent. Mais ça m'a apporté à faire des choix, prendre des décisions d'emploi qui allaient me donner plus de sous. Tu sais, c'est dans la façon qu'on voit ça, là. Ouais. C'est sûr que là, j'ai été dans le côté monétaire, puis c'est toujours le côté, il faut faire attention à ce qu'on dit. Ouais. Mais ça reste que c'est un peu vrai. Tu sais, si ça n'avait pas eu d'importance pour moi, les repas fancy au restaurant, ben, j'aurais peut-être pris un emploi à vendre des vêtements dans un magasin sur Sainte-Catherine, puis finalement pas évolué plus que ça. Ouais, c'est vrai. C'était comme ça. Puis... Faire comme si tu l'avais déjà. C'est bien pensé, ça. Bon, tu peux peut-être pas t'acheter un yacht tout de suite. Ouais, dans ce qui est réaliste, quand même. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Ouais. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes à qui j'ai parlé qui disent « J'aimerais ça bien m'entourer. En ce moment, j'ai un cercle d'amis, j'ai un cercle de proches qui me drainent vers le bas. J'ai de la misère à m'en départir. Puis la raison pour laquelle j'ai de la misère à m'en départir, c'est que j'ai nulle part où aller après. Fait que, par exemple, justement, en se faisant une équipe de direction pour une entreprise ou n'importe quoi, où est-ce que tu trouves ces personnes-là? Puis ça revient peut-être à la question de la pénurie de main-d'œuvre, mais par exemple, l'équipe que tu as aujourd'hui, comment est-ce qu'elle s'est formée? Est-ce que c'est de fil en aiguille depuis plusieurs années ou comment est-ce que cette équipe-là est venue ensemble? J'ai encore beaucoup d'employés qui sont là, qui étaient de l'époque de mon père, quand même. Puis c'est surprenant parce qu'on s'avoue, on va se dire la vérité, un transfert d'entreprise, ça fait partir quelques gens. Ouais, ben oui, c'est ça, oui, ça doit. Naturel. Mais il y a tu sais, nous, tantôt je parlais de l'entreprise familiale où est-ce qu'on se crée des attentes. Ben, les employés aussi, se créent des attentes à un moment donné. Et là, finalement, l'entreprise est reprise par la fille du propriétaire, donc j'ai plus de chance. Donc, je m'en vais. Fait que oui. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que ça s'est fait beaucoup de fil en aiguille. Puis d'essais-erreurs. La qualité de recrutement, c'est important. Ben, à un certain moment donné, il y a tellement une pénurie de main-d'œuvre qu'on dit « Oh, ben regarde, je vais l'engager. » Il n'y a pas tout à fait mes valeurs. Il y a quelque chose qui me fait chigner quand je le vois, mais c'est pas grave, je vais l'engager, j'ai besoin de quelqu'un. Ben, en fait, ça, à un moment donné, j'ai appris à arrêter de faire ça. C'est une erreur, ça? C'est une erreur. Ça fonctionne pas quand on se rencontre puis qu'on se parle. Là. Ça fonctionnera pas. À long terme, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui fonctionnera pas. Puis l'équipe va le ressentir. Puis c'est là où l'équipe va continuer de se détériorer puis je vais toujours être en train de recruter. Donc aujourd'hui, c'est de l'essai-erreur qui m'a appris que non. Même si je suis en pénurie de main-d'œuvre, s'il me manque quelqu'un, on va diminuer les ventes. On va continuer. Puis quand j'aurai la bonne personne, on réaugmentera les ventes. OK. C'est toujours la part, c'est la croissance, et j'ai changé. J'y vais pas dans la croissance, je vais dans la logique. C'est de rechanger sa perspective, prendre ça calmement, dire OK. Oui. Puis dans le recrutement aussi, ce que je ne suis pas capable de faire, c'est correct que ce soit un de mes employés qui soit capable de le faire. OK. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs ont de la difficulté. Il faut qu'ils soient là, puis leurs employés là. Très hiérarchique, dans le fond, c'est plus... C'est pas nécessaire. Puis quand tu veux avoir ton dream team, ben c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que toi dans quelque chose. Puis il faut. Ouais. Parce que si t'es parfait dans tout, on s'entend le haut. Bravo, chanceux. Mais c'est assez rare. Donc, une fois qu'on se connaît, ben c'est encore plus facile. Exemple, je sais que au niveau de l'organisation, à un moment donné, ça devient trop pour moi. Puis j'en laisse. À un moment donné, je me suis trouvé une personne à mes côtés, très organisatrice, très ordonnée. Puis maintenant, je lui dis à elle, il faut organiser ça. OK, on va l'organiser.
Tu sais, c'est important de se connaître puis de s'accepter. Ouais. Fait que quand on Accepter ses s'accepte, défauts et ses forces. oui. Ouais. Ben oui, les forces aussi sont aussi Ben importantes. oui, c'est ça. Mais d'en Mais avoir c'est sûr conscience. que- C'est ça, d'en avoir Oui, oui. conscience. Oui. Plus qu'on se connaît, de mieux on s'entoure, en fait. Mais ça, je pense que c'est important de se souvenir de ça puis de prendre ça parce que même dans une vie personnelle, quelqu'un qui se retrouve pris, qui a de la misère à trouver d'autres personnes, c'est de dire qu'est-ce que j'ai en ce moment qui marche bien? Mhm. Pourquoi est-ce que ça marche bien pour moi? Apprendre à se connaître par rapport à ça, puis pas dire OK, là, je dois tout flusher mon cercle puis m'en refaire un autre de même. Ça se fait pas. Tu sais, Non. si tu rencontres une personne que ça clique bien, super. Sinon, avoir la sagesse Oui. de dire c'est pas grave, on va se réajuster. Puis ça s'applique très bien en entreprise aussi. Là, Oui. Mais ça s'applique aussi dans un cercle d'amis, les valeurs. Mhm. Quand quelqu'un a vraiment des valeurs complètement à l'opposé des tiennes, c'est sûr que quelque part, il y a quelque chose qui va pas marcher. Fait que, ben, je prends ce qui est bon dans les valeurs tu sais, les bonnes valeurs, ceux-là qui me ressemblent, je le prends. Dans un cercle d'amis, surtout, là. On va découvrir qu'on a des amis de voyage, on a des amis de confidence, on a des amis d'activité. C'est vrai. Ben, c'est parce que les valeurs vont aux bons endroits. Je sais pas quand j'ai de la difficulté à l'exprimer de la bonne façon, mais dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est faut que les valeurs aillent ensemble. Puis c'est très important, autant dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle, que tu connaisses tes valeurs et que tu acceptes de dire, ben, cette personne-là n'a pas mes valeurs. Faut faire attention à ça. C'est notre ADN, c'est nous. Ouais. C'est nos valeurs, c'est nos parents passent tellement de temps à nous les inculquer. Ben oui, c'est vrai. Est-ce que ça serait peut-être important, justement, de s'écrire une page de valeurs? Combien de valeurs, par exemple, quelles sont tes valeurs? Les miennes perso, c'est dans mon entreprise, mais ça ressemble pas mal. Ben c'est ça, ouais. ça doit. Fait que, c'est sûr que l'innovation, c'est important pour moi. J'ai toujours dit, j'adore apprendre, puis quand je vais avoir 80 ans, je vais être encore en train d'apprendre, c'est important, c'est le fun. Enfin, ça fait partie de moi, j'adore l'innovation. Être dans l'action, j'aime ça quand ça bouge, j'aime ça quand on avance, quand on évolue, stagner, c'est pas fait pour moi, vraiment pas. Puis naturellement, le respect. Très important. Puis, tu sais, ce respect, c'est vaste, là. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment il n'y a pas de jugement. Je vais pas juger quelqu'un d'autre. Je vais pas me faire juger non plus. Mais pour moi, chaque personne a son histoire et chaque histoire donne un effet ou une réaction ou une action qu'on va faire. Donc, il n'y a pas de jugement. Il peut pas y avoir de jugement. Il faut juste faire attention à connaître l'histoire des gens. Est-ce qu'il y a déjà eu des situations où est-ce que tu t'es fait juger par exemple, lorsque il y a eu le transfert de la compagnie par des employés qui voient plus ton père, ou est-ce qu'il y a déjà eu des situations comme ça où... Ben moi, je vis beaucoup dans le déni. Hein. OK, c'est ça. S'il y en a eu, je l'ai pas vu. OK. Ou je veux pas le voir, ou j'ai oublié. Parce que moi, ça me sert à rien de penser à ça. Ouais. Mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais j'ai pas senti avoir vécu de l'intimidation, si tu m'as dire ça. Non, je pense pas. Bon. Mais, écoute, ça se peut que ça se soit passé c'est ça. En arrière, puis je l'ai pas vu, mais en même temps, c'est correct, parce que moi, c'est pas quelque chose... Je veux pas me passer mon temps à penser à ça, si tu veux. Mais je sais que moi, en tant que personne, par exemple, je ne jugerai pas quelqu'un d'autre. Pas pour ses actions. Ou... Écoute, il y a des fois, on fait des erreurs, c'est vrai, mais tes erreurs viennent d'une histoire. Ouais, c'est vrai. Puis je trouve qu'on est rendu dans une société qui donne beaucoup son opinion sur les autres et sur les actions des autres. Mais ils viennent d'où, les autres? C'est quoi leur histoire? Est-ce que tu le sais avant de t'en parler, de donner ton opinion? Ouais. Je sais pas quel changement que ça va apporter, ça. Parce que c'est vrai qu'il y a ce phénomène-là de la jugeote facile. Mm-hmm. Mais je sais pas encore les effets que ça va avoir. Parce que aux États-Unis, je sais pas si tu as vu, mais il y a une montée de l'antisémitisme encore, justement la haine des Juifs, il y a du racisme qui revient. C'est comme, il y a comme des drôles d'affaires qui reviennent nous hanter du passé, qu'on veut plus revoir. Rétrograde. C'est exact, c'est ça. Mais en tout cas, je sais pas. C'est un monde qui change, puis on s'adapte. Mais encore une fois, on fait face à l'inconnu par rapport à ça. Mais encore une fois, c'est notre réaction versus ça. Quand on devient parent,
là, on le voit en Titi. Qu'est-ce que tu veux dire? Là, tu vas allaiter de telle façon, tu vas faire de telle façon, et si toi, tu choisis de le faire différemment, pourquoi tu fais ça comme ça? Et là, c'est ça, là, les mamans, là, les premiers mois, là, quand un bébé, moi, ça me fait capoter. Mais tout le monde a un jugement sur même la façon d'être enceinte. Qu'est-ce que tu fais quand tu es enceinte? Toi, tu bois ça? Oui, tu bois ça. Tu bois encore du café? Oh mon Dieu. Tu sais, ça, là, ça, c'est fou. Mais toxique? Oui, mais c'est ta réaction envers ça qui sera toxique ou pas. Ah, ouais, c'est vrai. Ah ouais, ça te dérange? OK. Mais moi, ça me dérange pas. Enfin, c'est ça aussi, il faut faire attention. C'est notre réaction qui fait que le jugement prend. Tu vois, probablement que j'ai une mauvaise réaction par rapport à ça. J'étais comme, voyons donc, fais pas ça. Non, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Ben, tu sais, beau le dire. Je l'ai fait. C'est vrai. Ça, je pense que c'est quelque chose de très, très important à se souvenir. Ouais. Ça, c'est un bon point. Si t'es pas bien avec ce que tu fais, en fait, là, il y a un problème. Ouais. Ou est-ce que. Ouais. Puis d'accepter aussi de prendre ce jugement-là de manière constructive. Oui. Pour dire comme, peut-être que ça, c'est peut-être ça les cloches qui me disent, j'étais pas certain par rapport à ça. Ouais. Est-ce que il y a un conseil? Puis je pense que durant la discussion, il y a eu 1001 conseils. Mais est-ce qu'il y en a un vraiment que tu dirais que tu voudrais mettre au monde? Que tu voudrais transmettre à tout le monde? Parce que je transmets souvent aux gens qui m'entourent, c'est d'oser, de pas avoir peur. On a le droit d'être qui on veut être. Faut juste se donner le droit, faut y croire. Il y a eu un temps où, pour moi, j'étais plus timide, là. Puis j'aurais été gênée de dire que je voulais être à la tête d'une méga entreprise. Et pourtant, pourquoi? Donc, si on y croit, si c'est ce qu'on veut, go for it, peu importe ce que les autres vont penser. Faut se donner le droit d'être qui on veut être. Ben, merci beaucoup, Valérie, pour la discussion. Plaisir. Merci d'avoir écouté cette discussion avec Valérie Verneau. À présent, voici quelques principes que nous pouvons retenir de Valérie. Il est important d'apprendre à bien se connaître afin de bien s'entourer. L'étape la plus difficile dans tout projet est la première. La clé est de foncer. Je vous laisse maintenant avec une phrase de Valérie elle-même. Si tu veux quelque chose dans la vie, fais comme si tu l'avais déjà. Merci beaucoup.